Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présent en ce samedi. Et le samedi, on pourrait faire plein de choses autres que de parler démocratie. Donc je vous remercie d'être présent aujourd'hui. Donc je m'appelle Jérôme Yanez, j'habite ici à Saint-Léonard-de-Noblat. Et avec quelques camarades, on a créé une association qui s'appelle Écologie et Démocratie. Donc j'en suis cofondateur et j'occupe la fonction de président de cette association. L'association compte actuellement 12 adhérents et nous sommes tout à fait favorables à recevoir davantage d'adhésions. Vous trouverez, si vous le souhaitez, une petite fiche d'adhésion après la table ronde. Si jamais vous choisissez de ne pas adhérer à Écologie et Démocratie, je vous invite à examiner la possibilité d'adhérer aux groupes qui seront représentés aujourd'hui, qui sont des groupes tout à fait intéressants, qui font un travail de fond et qui font vivre la démocratie en France. Alors nous organisons aujourd'hui cette fête de la démocratie. Le but, c'est de faire de l'éducation populaire sur le thème de la démocratie et d'être un moment de rencontre et de convivialité. Les gens qui sont ici autour de cette table et qui seront présents également cet après-midi ne pensent pas tous la même chose. Il y a une vraie diversité de points de vue qui seront représentés. Et je pressens qu'on aura une liberté de ton dans la discussion qui sera peut-être supérieure à ce qu'on a l'habitude de voir, par exemple à la télévision. Et on en vient à cette question d'introduction. Qu'est-ce que c'est que la démocratie ? Alors, sur notre site internet, le site de l'association écologiedémocratie.fr, on a fait un glossaire, et donc on a défini les principaux mots de l'écologie et de la démocratie. Et donc je vais vous lire la définition de la démocratie que nous affichons sur ce site. Nous appelons démocratie un régime politique dans lequel le pouvoir est librement exercé par les citoyens souverains, associés à parts égales. Voilà, tout simplement. En fait, quand on dit démocratie, c'est Demos Kratos, c'est le pouvoir au peuple. Et donc le peuple, c'est vous. Et donc si vous avez le pouvoir, c'est que vous êtes en démocratie. Alors, à la question « La France est-elle une démocratie ?» qui sera discutée à la table ronde, on peut apporter rapidement deux réponses qui, j'espère, seront dépassées par le débat. La première réponse spontanée, c'est de dire évidemment, la France est une démocratie. La France n'est pas l'Arabie Saoudite, la France n'est pas la Birmanie, la France n'est pas la Corée du Nord. Et c'est vrai qu'en France, on a une certaine liberté d'expression, on a la liberté d'association. On a une salle ici qui nous est prêtée gratuitement par la mairie de Saint-Léonard-de-Noblat, que je remercie. Et aucune police ne va entrer dans cette salle pour protester contre les idées, quelles qu'elles soient, qui seront exprimées. Donc oui, nous sommes une démocratie. Chacun d'entre vous a la possibilité, s'il le souhaite, de se présenter aux élections libres. Et ça, c'est la première réponse. Donc évidemment, la France est une démocratie. Puis la deuxième réponse, c'est évidemment pas. J'ai dit que la démocratie, c'est le pouvoir au peuple. Donc c'est quand c'est vous qui prenez les décisions. Et je vous invite chacun et chacune à fouiller votre mémoire pour vous rappeler la dernière décision politique à laquelle vous avez participé. Et à moins que vous soyez, que vous apparteniez à un conseil municipal, probablement votre réponse c'est non, j'ai simplement élu quelqu'un. Et on a une élection tous les 5 ans pour la présidence et une élection tous les 5 ans pour les députés et c'est tout. Donc il s'agit d'un transfert de votre pouvoir de décision à des élus. Alors on peut l'accepter comme un système satisfaisant, mais ce n'est pas proprement dit la démocratie, puisque votre pouvoir de peuple est transmis à quelqu'un d'autre. Et donc, dans notre association, nous préférons parler de système représentatif, puisque ce sont des représentants qui détiennent le pouvoir que vous leur avez transféré. Donc première réponse évidente, oui évidemment on est en démocratie. Deuxième réponse évidente, non nous ne sommes pas en démocratie. Alors on peut tous s'accorder sur le fait que si on veut bien dire que la France est une démocratie, c'est une démocratie imparfaite. Je vais rappeler quelques faits des années dernières. En France, les libertés publiques sont en baisse. Désormais en France, quand on va manifester, on peut se faire tirer dessus au flashball, on peut se faire crever les yeux, on peut se faire briser une mâchoire. En France, il arrive qu'on utilise des armes qui sont plutôt des armes de guerre sur les manifestants. En France, on peut gazer, on peut nasser, que ce soit des manifestations de gilets jaunes ou des manifestations écologistes. En France, on a fait ces dernières années des lois d'exception
notamment suite aux attentats terroristes. Simplement, ces lois d'exception sont devenues la norme. Et donc en France, on peut ficher les gens sur leurs opinions politiques, et les décisions de justice peuvent s'appuyer dessus. En France, comme l'a montré cette année, on peut fermer des chaînes de télévision. Je pense aux chaînes de télévision pro-russes qui ont été fermées cette année suite à une décision européenne. En France, l'Élysée peut exercer des pressions sur les journalistes et occasionnellement faire supprimer des articles. En France, la présidence peut créer une assemblée de citoyens tirés au sort pour le climat, promettre que les décisions seront respectées et ne pas respecter cet engagement. En France, on peut affaiblir les services publics, alors que le maintien des services publics est une des principales demandes du peuple français, régulièrement exprimée dans les sondages. En France, on privatise, même si les Français ne l'ont pas demandé. En France, on peut gouverner par des conseils de défense, qui sont opaques et secret défense. Et en France, on peut déclarer la guerre sans passer par le Parlement. Voilà, donc je pourrais égrener un certain nombre de choses supplémentaires. Donc, nous considérons à Écologie et Démocratie que rien n'est acquis, que la démocratie française, si on veut bien l'appeler ainsi, est en voie de fragilisation. Et si on veut admettre que la France n'est pas une démocratie ou une démocratie imparfaite, il y a des questions qui viennent aussitôt, et j'espère qu'elles seront débattues. Si ce n'est pas le peuple, si ce n'est pas vous qui exercez le pouvoir, qui est-ce? Est-ce que c'est le Parlement? Est-ce que c'est le président? Est-ce que ce sont des intérêts des forces de l'argent, des forces extérieures? Et deuxième question qui se pose tout de suite, c'est si notre pouvoir était transféré, comment fait-on pour le récupérer? Quelle stratégie peut-on adopter? Et donc comment est-ce qu'on fait pour récupérer l'autonomie de décision que, si l'on est démocrate, on n'aurait jamais dû perdre? Donc voici donc le thème de la première table ronde. Pour en parler, je présente Thierry Charlois. Thierry Charlois est membre des Apérocrates, cofondateur du collectif pour une république de l'intelligence collective. Tu as créé la chaîne YouTube d'éducation populaire Cogitons pour 2022, qui a publié une dizaine de vidéos en un an. Et tu y défends la souveraineté populaire et la démocratie réelle. Tu considères que nous avons besoin d'un processus constituant citoyen pour une nouvelle république, basé davantage sur la démocratie directe, le tirage au sort et le référendum d'initiative citoyenne. Et tu as été très favorable au mouvement des Gilets jaunes. Et donc bienvenue à la petite tribune, Thierry. Donc je t'invite à présenter les invités et moi je libère la table. Alors, merci à tous d'être là. Jérôme m'a demandé d'animer cette table ronde, chose que je n'ai jamais faite, donc je me lance, on verra bien, j'espère que je vais m'en sortir à peu près. Bon, déjà, vous avez remarqué qu'au niveau de la parité sur la table ronde, on ne fait pas très bien. Je sais que Jérôme s'est battu pour qu'on ne soit pas que des hommes, mais malheureusement, il n'y est pas parvenu. Il faut dire qu'on est aussi en majorité dans le public, ça c'est un peu un problème qu'on a également au niveau des apérocrates quand on organise ce qu'on appelle des apéros de discussion, en fait, de réflexion. On a toujours deux hommes, deux femmes pour faire les discutants avec les invités. Et pour les hommes, il n'y a jamais de problème, enfin, il faut sélectionner. Et pour les femmes, il faut se battre jusqu'au dernier moment pour arriver à en trouver deux. Et ça, c'est un vrai sujet. Enfin, il va falloir qu'on y réfléchisse, quoi. Donc je vais commencer par présenter les invités. Donc au bout, je vous présente Philippe Comte, qui est chef d'entreprise, et l'entreprise en question c'est une boucherie végétarienne. Voilà. Vous êtes opposé au néolibéralisme, à l'européisme et à l'impérialisme américain. D'ailleurs, je vais dire tu, ça sera quand même plus sympa. Tu as fait partie de l'UPR pendant un certain temps, et avec un certain nombre de membres de l'UPR, vous êtes sorti de cette organisation pour créer Génération Frexit, dont le slogan est Reprenons le contrôle. Et après, j'en parlerai plus tard. Je fais au fur et à mesure, vous allez voir. Ensuite, vous avez Fadi Kassem, toujours à droite, donc, qui est professeur d'histoire-géographie et communiste. J'allais presque dire donc communiste, mais quand même pas.
Non, parce que j'avais une prof d'histoire au lycée qui était communiste aussi, donc c'est pour ça, c'est presque une évidence pour moi. Tu es secrétaire général du pôle de Renaissance communiste en France, donc ils sont plus communistes que le Parti communiste. Donc tu es bien sûr anticapitaliste, anti-impérialiste et favorable à la sortie de l'Union européenne et de l'OTAN. Ensuite, nous avons Pierre Schwarz, que je connais déjà parce qu'il est également comme un membre des apérocrates. Pierre est chef de projet en informatique. Tu animes le projet Imagine, qui est un projet de réflexion autour d'une alternative au système, on va dire. Tu animes également le site internet Candidats Citoyens qui identifie un peu toutes les candidatures citoyennes qui se présentent lors des élections. Tu appelles à la convergence des partisans de la démocratie réelle et tu es pour l'union des petits. Et donc pour finir, Alfonso Dorado, tu es avocat pénaliste, tu es membre des citoyens constituants et tu es à ton corps défendant président des Décidemos, dont tu es l'un des cofondateurs, parce qu'il n'était pas candidat, mais ils l'ont quand même élu et il a accepté. Et donc le slogan de Décidemos, c'est la population décide. Donc après cette bref présentation, je vais vous inviter à... En fait, on va répondre à 3 questions. La première, c'est alors la France est-elle une démocratie? Alors Jérôme a commencé à y répondre. La deuxième étant, pour vous, ça serait quoi une démocratie idéale? Et la troisième étant, qu'est-ce que vous proposez comme stratégie pour atteindre cette démocratie idéale? Bien, alors on va commencer peut-être par Alfonso. Donc, je vais te passer le micro. Donc, de ton point de vue, la France est-elle une démocratie? Merci. Tout d'abord, bonjour à tout le monde. Merci beaucoup à Jérôme et à ton association, à la mairie, pour cet exercice pédagogique. Comme on le disait, on avait évoqué par téléphone l'importance surtout de l'éducation populaire, de contribuer à faire circuler, véhiculer les idées et aussi sous forme du contradictoire et de l'interaction avec les gens qui nous paraît en plus très important à Décidemos. Juste une petite précision, Décidemos est une association, en fait, est un parti politique qui est organisé sous forme d'association, parce que c'est comme ça en France, et qui promeut, comme tu l'as dit, la démocratie réelle et son exercice aussi au quotidien en interne. Alors, à la question, pour entrer dans le vif du débat, la question, est-ce que la France a un régime, pour être plus précis, un régime politique démocratique? Parce que la France est une nation, c'est peut-être un peu court. 3 conditions, je vais reprendre évidemment par rapport à ce que nous discutons en interne, surtout au niveau de Décidemos. Est-ce qu'il y a 3 caractéristiques? Déjà, il faut trouver des repères pour pouvoir définir est-ce que la France est une démocratie. D'abord, déjà, définissons qu'est-ce que démocratie. Jérôme en a parlé déjà un peu au début. C'est évidemment, on revient aux sources et aux bases, donc c'est le pouvoir du peuple par le peuple et du peuple. Mais il y a quand même 3 caractéristiques qui nous semblent très importantes dans Décidemos, qui sont en plus inscrites dans le propre statut, qui est notre constitution, ce sont nos règles constitutionnelles, c'est l'iségorie, l'isocratie et l'isonomie. Alors, si à partir de ça, ces conditions sont remplies, on pourrait dire, oui, la France a un régime démocratique. Ici, ce ne l'est pas, ce n'est pas une démocratie, et tentons de définir qu'est-ce que c'est comme régime. Iségorie, nous l'entendons comme cette égalité médiatique pour tout individu, à part égale, l'égalité. Ça signifie aussi, en découle le temps de parole, par exemple. Quand vous avez, dans ce cas-ci, cette condition par rapport à la France en ce moment, quand vous avez 7 milliardaires qui concentrent la plupart des médias, il y a un petit problème au niveau de cette égalité médiatique et de cette iségorie qui devrait normalement s'appliquer. Donc oui, il y a une sorte de leurre, d'une certaine manière, d'apparente liberté d'expression, de liberté de pensée et d'expression, apparemment, mais on a déjà évoqué tantôt un exemple assez manifeste et qui est assez préoccupant, même par exemple de fermer
média, même s'il n'est pas peut-être dans nos idées, ou même si on n'est pas très partisan de ce qui est exprimé dans ce média, mais le simple fait de fermer un média, et en plus nous ne sommes pas en guerre, enfin officiellement, théoriquement. Voilà. Alors il y a François Sureau, par exemple, qui est un avocat du Conseil d'État et de la Cour de cassation, qui dans un pamphlet justement explique bien Sans la liberté, que je vous invite à lire, qui est très intéressant, et qui justement à partir de toute la saga du Covid, nous fait la démonstration comment les libertés d'expression et autres libertés publiques et droits fondamentaux sont égratignés jour après jour. Bon, à partir du Covid, bon. Alors, la deuxième condition, ou le deuxième élément qui pourrait caractériser le fait qu'on soit un régime démocratique, c'est l'isocratie. Est-ce que tout individu ou toute la population dans un des territoires donnés comme la France ont le même pouvoir politique, la égalité? Non. Malheureusement, cette condition n'est pas remplie. En principe, nous avons l'article 3 dans la Constitution qui établit que le peuple gouverne à travers ses représentants. Déjà, ça pose un problème justement par rapport à l'égalité politique, de pouvoir, par exemple, faire des propositions de loi ou de décider, surtout l'idée de l'isocratie, c'est de décider, ou bien par référendum, c'est ce qu'indique l'article 3. Bon, voyons dans l'exercice justement du crash test si cette condition est respectée. Bon, à travers des représentants, c'est déjà une délégation du pouvoir de décider. Donc là, il y a un petit problème aussi dans cette délégation de déléguer par des intermédiaires. Ce n'est plus vraiment un pouvoir politique qui est directement assumé ou exercé par le citoyen ou la citoyenne. Donc ça pose déjà un problème par rapport à cette condition. Et par rapport au référendum, il y a déjà des problèmes par rapport à l'application du référendum. Il suffit de voir ce qui s'est passé en 2005, le non-respect d'une décision populaire souveraine. Trahison, 2008, on sait ce que c'est, le traité de Lisbonne, etc. J'en passe, je crois que vous connaissez tous. Donc voilà, nous avons un petit problème par rapport à l'application même du référendum. Après, oui, vous pouvez m'opposer aussi la question, ouais, mais il existe aussi le fameux référendum d'initiative partagée, etc., mais avec des conditions qui sont inatteignables ou très compliquées, et qui finalement vous renvoient à des décisions entre partis politiques, c'est-à-dire avec les maîtres des règles du jeu. Donc cette deuxième condition ne semble pas non plus respectée. La troisième caractéristique, l'isonomie, est-ce que, c'est-à-dire l'égalité des citoyens face à la règle? Est-ce que tous sont égaux face au respect de la règle, ou aussi pour légiférer? Ce n'est pas malheureusement le cas, soit parce qu'on ne passait pas de représentants, et par rapport à l'application de la règle, ce n'est pas toujours le cas. Donc si on s'en vient à réviser de manière avec un certain recul sur cette définition, l'iségorie, l'isocratie, l'isonomie, en résumé, ces conditions ne sont pas respectées. On ne peut pas considérer que que la France est un régime démocratique dans le sens propre du terme et dans le sens surtout grec en revenant à nos sources. C'est-à-dire la population n'a pas la possibilité vraiment de décider. Ce que nous faisons chaque 5 ans ou 6 ans selon le type d'échéance électorale, c'est de choisir nos maîtres d'une certaine manière ou de donner des chèques en blanc pour que des personnes décident à notre place. Donc il n'y a pas la possibilité de décision directe des citoyens. Les citoyens, on décide plutôt sur des personnes et pas sur des idées. C'est la chose et d'ailleurs qu'il faudrait faire. Je rappelle que quand même en Grèce, pendant plus de 150 ans, presque 2 siècles, la vraie démocratie, une démocratie réelle, a été mise en place, mise en œuvre. Elle a fonctionné. Elle a démontré aussi, c'est limite on va dire parce qu'elle a été attaquée, mais bon, elle a montré que ça fonctionnait. Et en respectant précisément ces 3 caractéristiques, et surtout l'esprit, c'est que la population décidait directement. On peut critiquer évidemment le type de population, ce n'était pas tout le monde qui pouvait voter, mais bon, dans cette configuration de population, la population qui avait ses droits, en tout cas, était à égalité.
Donc, mais qu'est-ce que la France finalement? Est-ce que c'est une démocratie? Et pourquoi là on l'appelle démocratie? Oui, mais c'est un terme aussi un peu de la novlangue. Donc c'est une manière aussi de comment a été dévoué ce mot. Enfin, il a été mal utilisé déjà surtout à partir du 19e siècle. Et on a au fait de manière malveillante, je dirais, utilisé en fait, ce qui est en fait un régime oligarchique et aristocratique électoral, représentatif et électoral, comme si c'était une démocratie. On a utilisé le terme démocratie pour ce terme-là, ou l'étiquette de démocratie, pour un régime qui n'est pas démocratique et qui est représentatif, oligarchique, aristocratique et électoral. Et ça, c'est déjà même les pères fondateurs des États-Unis l'avaient déjà à un moment donné évoqué, du danger de pouvoir instaurer un régime démocratique et qu'il était préférable plutôt un régime représentatif et électoral. Pourquoi? Parce que les gens sont dangereux dans leur conception, les gens sont cons, les gens sont violents, les gens risquent finalement, évidemment, à un moment donné, de prendre conscience et d'affecter certains intérêts économiques. Donc ça vient aussi évidemment avec l'essor et le développement progressif de ce qu'on appelle le capitalisme, et surtout certaines politiques libérales et aujourd'hui néolibérales. Donc voilà, la réponse est non. Une autre preuve de nature, on va dire, plutôt juridique et constitutionnelle, quand je vous dis que la population ne peut pas décider directement et ne peut même pas obliger à ses élus, par exemple, à respecter ses propres décisions. On pourrait imaginer que voilà, un élu, ce serait plutôt un rêve, mais qu'un élu puisse, par exemple, à partir de la circonscription qu'il a élue, puisse respecter le mandat donné par ses électeurs sur certaines idées, sur certaines choses à voter, sur certaines thématiques. Sachez que ce n'est pas possible, en tout cas en principe, parce que l'article 27 l'interdit. Donc tout mandat impératif est nul d'après la Constitution française. Donc là, en effet, nous avons été inséré cet article dans la Constitution du 4 octobre 58. C'est pas pour rien. Hein. Et puis, après, vous dites, bon, mais de toute façon, on a nos représentants. Oui, mais nous avons nos représentants au Parlement, mais nous avons encore une autre preuve assez révélatrice du manque de démocratie, c'est que le peuple décide, c'est que, en principe, enfin, c'est une question de bon sens, on se dit, si on a un Parlement, l'Assemblée nationale devrait être sociologiquement représentative de la population française. Est-ce qu'elle l'est? Non, elle ne l'est pas. Loin de là. Donc ça pose aussi une petite difficulté sur cette représentation sociologique donc, de la population française qui devrait, celle qui, par mandat, on va dire électif, devrait pouvoir la représenter et prendre des décisions. Donc ceux qui prennent des décisions, ce ne sont pas des gens qui représentent sociologiquement la France. Et d'autre part, comme je vous dis, combiné avec cet article 27 de la nullité du mandat impératif, donc en effet, il se pose un problème assez problématique pour pouvoir définir une démocratie. Donc voilà, nous sommes plus dans le novlangue, on dit il faudrait faire respecter la démocratie, mais quelle démocratie? Il n'y a jamais eu de démocratie en fait. C'est justement un peu l'idée de Decidemos, c'est de promouvoir un premier régime démocratique réel où la population puisse décider. Alors est-ce un rêve, est-ce une utopie? C'est une question de distance, mais en tout cas, bon, on n'est pas sûr que ce soit nous qui verrons un jour ce régime aboutir et se développer, mais il faut sommer. Quoi. Merci beaucoup. Ça sera l'occasion des questions suivantes. Oui, effectivement, le terme démocratie a été utilisé à partir de la mise en place du suffrage universel, si je crois bien. Avant ça, on ne l'utilisait pas, puisque ça avait été rejeté au moment de la Révolution française, la démocratie. Pierre, alors, est-ce qu'on est en démocratie ? Alors, dans le sens démocratie donc grecque ou démocratie réelle, non, la France n'est pas une démocratie. Ça, c'est un point, je pense qu'on sera tous d'accord avec ça. Ensuite, on va revenir sur la novlangue. Effectivement, aujourd'hui, on dit souvent la France est une démocratie, regardez en Corée du Nord, etc. Et on arrive sur un point, on dit, bah oui, mais regardez la Suisse. La Suisse, il y a des référendums un peu plus souvent, donc on est un peu plus en démocratie. Et donc, on a une idée de nuance de démocratie, de degré de démocratie.
Et donc, on va commencer à calculer le degré de manière mathématique. Où est-ce qu'on a de la démocratie en France? Eh bien, exactement au moment où on vote. C'est au moment où on choisit nos députés qu'on peut dire qu'on a le pouvoir, les citoyens ont le pouvoir de choisir leurs représentants. Et ça, on va dire que ça représente un jour ou deux, s'il y a 2 tours en élection, sur une moyenne de mandat de 5 ans. Alors, j'ai fait le calcul ce matin. Je peux vous dire qu'on est en démocratie à 0,1%. Voilà. Ça, c'est le chiffre exact de notre démocratie, de notre nuance de démocratie en France. Et ensuite, on va prendre donc le côté député. Donc, quand on a des députés qui nous représentent, qui sont élus via un système où il y a des perdants et il y a des gagnants, en fait, on peut dire qu'on est dans un système aristocratique. C'est-à-dire qu'on est censé élire les meilleurs, et les meilleurs ont le pouvoir pendant 5 ans. Donc c'est un système aristocratique, et ce qui est drôle, c'est qu'on rejoint donc ce que disait Montesquieu dans son livre de l'Esprit des lois, qui analysait notre système actuel comme une république aristocratique, à l'inverse d'une république démocratique où les représentants seraient tirés au sort. Donc nous sommes dans une république aristocratique, et aristocratique à 99,9%. Mais on peut aller plus loin. On sait tous qu'à l'Assemblée nationale, les députés sont trustés, on va dire, enfin sont approchés par les lobbies. C'est autorisé, c'est quelque chose de commun. Et donc on peut dire que par ce système de lobby, on n'a pas en fait 99,9% de côté aristocratique, mais on peut dire qu'on a une partie de plutocratie. Et on peut même dire qu'il y a un côté oligarchie si on regardait des familles qui instaurent une sorte de système local où ils gardent le pouvoir. Donc en fait, on peut dire effectivement que la France a une partie de démocratie, 0,1%, mais que majoritairement, elle reste sur un système aristocratique, voire différent. Et ça, c'est le calcul, c'est-à-dire que c'est mathématique, on peut le calculer. C'est vraiment qui a le pouvoir, et donc effectivement, pendant l'élection, c'est les citoyens, et pendant le reste, c'est les autres personnes. Et je reviendrai aussi sur un autre point, c'est que le côté démocratique, on peut le réfléchir au niveau de la séparation des pouvoirs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a 3 pouvoirs, législatif, exécutif et judiciaire. C'est une séparation des pouvoirs qui a été théorisée par Montesquieu et John Locke il y a plus de 200 ans. On aurait pu le remettre en cause. On pourrait dire par exemple que les médias sont un pouvoir, ce qu'a fait d'ailleurs Alexis de Tocqueville, et on pourrait trouver d'autres pouvoirs comme l'éducation. On pourrait dire que l'éducation nationale ne doit pas être dirigée par les gens qui font le législatif ou l'exécutif, et séparer ainsi le pouvoir. Et donc chaque donnée, que ce soit la démocratie, l'aristocratie, pourrait être appliquée à chacun des pouvoirs. On voit bien donc que le pouvoir judiciaire aujourd'hui n'est clairement pas un pouvoir démocratique. Il n'y a pas de choix des citoyens, il n'y a pas de pouvoir des citoyens. C'est vraiment quelque chose de plutôt, je dirais, technocratique, c'est-à-dire qu'on fait une formation et puis on devient juge. Et puis il y a un côté aussi où l'exécutif peut nommer des préfets, etc. Donc je dirais que au niveau du clairement, la France n'est pas une démocratie réelle. Et en termes de novlangue, c'est-à-dire l'utilisation de la démocratie actuelle, on pourrait dire que sur le pouvoir législatif, la France est à 0,1% une démocratie. Voilà. Je pense que c'est pragmatique et ça se calcule. Effectivement, 0,1%, ça fait pas beaucoup. Donc Fadi, je t'en prie. Merci. Déjà, merci beaucoup pour l'invitation pour le pôle de renaissance communiste en France, qui, une petite précision pour tout le monde, n'est pas un parti, effectivement, mais un pôle, comme le dit son nom, qui a été fondé, ça va faire bientôt 19 ans, par des camarades qui étaient membres du PCF, mais qui l'ont quitté pour tout simplement en désaccord, parce qu'ils étaient en désaccord avec une ligne, une dérive qui intervenait aujourd'hui, qui intervient depuis plus de 45 ans, celle d'un parti communiste qui n'est de fait plus vraiment communiste, au moins à sa tête. À l'intérieur, nous avons des militants communistes, c'est vrai, qui justement se sont toujours battus et continuent à se battre, notamment pour ce principe central qui a été rappelé par Jérôme tout à l'heure en ce qui concerne le principe démocratique de la souveraineté, parce qu'il me semble que c'est vraiment le terme clé. Quand on pense à démocratie, on pense souvent à liberté, liberté d'expression, d'opinion, etc., à ceci près que même dans les régimes autoritaires, vous avez en réalité des libertés. Bon, pas toutes naturellement, vous n'allez pas pouvoir vous exprimer comme vous le souhaitez, ça on est bien sûr. Je signale d'ailleurs qu'en France c'est le cas. Pouvoir s'exprimer comme on le souhaite, ça devient de plus en plus difficile, et en particulier quand on est communiste, mais pas seulement, mais en particulier. Mais si vous allez même dans n'importe quel pays du monde, en fait, il y a une liberté d'opinion. Il y a une liberté de se déplacer, de voyager, alors parfois avec des contraintes. Mais je dis ça pourquoi ? Parce qu'en réalité, la grande confusion historique, nous semble-t-il, et je dis nous parce qu'en réalité, il n'y a pas que moi qui pense cela au sein du PRCF,
c'est de faire croire que démocratie et libéralisme vont parfaitement de pair. Alors qu'en fait, historiquement, qu'est-ce que le libéralisme ? C'est une doctrine qui a été fondée, qui a été formée, théorisée justement par essentiellement des aristocrates, qui étaient d'ailleurs propriétaires d'esclaves. Ça, on oublie souvent de le rappeler, mais la question de l'esclavage est centrale historiquement par rapport à cette question de la démocratie. Et j'en dirai un mot parce qu'effectivement, Alfonso a fait référence à la Grèce antique. Et je dis ça parce que justement, le principe de la démocratie, c'était l'idée que, j'en reviens pas sur tout ce qui a été dit en termes d'iségorie, isonomie, isocratie, que je partage totalement, mais ça renvoie aussi à un problème fondamental de, tout simplement, est-ce que les hommes sont les femmes et les hommes sont véritablement libres, donc souverains, c'est-à-dire maîtres de leur destin, et en capacité de décider. Bon, la réponse elle est claire, c'est non, et non depuis des siècles, en réalité. Non depuis des siècles, y compris en France. Pourquoi ? Je ne reviens pas sur tout ce qui a été dit, qui est tout à fait juste. Je ne vais pas insister sur la question des référendums. Je précise d'ailleurs que ce qu'on a fait en France, ça a été encore plus pervers en Irlande, puisqu'en 2008, les Irlandais avaient rejeté par référendum le traité de Lisbonne, et la réponse des dirigeants était de dire bah, on s'en fout, vous revoterez l'année prochaine, et on fera un référendum jusqu'à ce que vous disiez oui. Bon. C'était un petit peu ça, quoi, si vous voulez. C'est ça la démocratie que nous appelons démocratie bourgeoise, qui en fait est exactement le contraire de la démocratie, que nous souhaitons populaire, nous en reparlerons plus tard. Parce que, je parle du terme de souveraineté, il est fondamental. Il est fondamental, il est théorisé notamment par Jean-Jacques Rousseau, et j'insiste sur lui parce que justement c'est lui qui va être qualifié ensuite progressivement, ainsi que Robespierre qui s'en inspire beaucoup, Saint-Just, et puis par la suite les bolcheviks, notamment en Russie, de totalitaire. Il faut bien comprendre que ceux que nous affrontons sont des oligarques, même pas des aristocrates, hein. Il y en a, hein, mais surtout des oligarques, qui se sont emparés du pouvoir, sont les propriétaires du pouvoir. C'est comme ça qu'ils le pensent. Ils sont propriétaires du pouvoir et estiment dès lors qu'en effet, ils sont les seuls en mesure de pouvoir l'exercer parce que les autres sont incapables de le faire. La masse est stupide, incapable de le faire, tout ça a déjà été dit. Et ils se sont emparés du pouvoir non seulement parce qu'ils estiment être en mesure de le faire, mais aussi parce que, et ça c'est aussi la vision du PRCF, parce qu'ils défendent leurs intérêts de classe bien compris. Et leurs intérêts de classe, c'est bien sûr l'appropriation des grands moyens de production historiquement. Et c'est là où on en arrive au capitalisme. C'est là où on en arrive au capitalisme parce que la démocratie n'est pas que politique. Elle est, justement, on parlait de démocratie réelle. Si on veut une démocratie totale, ça signifie qu'il faut être souverain dans tous les domaines, absolument tous les domaines. Donc, politique, bien sûr, économique, donc notamment budgétaire, financier. Je ne vais pas revenir dessus parce que peut-être qu'il y aura une intervention en ce sens après, en ce qui concerne la monnaie, le budget, etc. Mais je dirais même tout simplement dans la maîtrise des moyens d'existence, dans la maîtrise des grands moyens de production. Je parle des grands moyens de production. On a parlé des services publics, par exemple. On pourrait parler de l'énergie, des transports. Mais nous ne sommes même plus souverains dans ce domaine-là en réalité. Tout est en train d'être littéralement démantelé. Et pourquoi ? Parce que justement, ceux qui nous dirigent, les oligarques, obéissent à cette double logique d'à la fois, ils se croient supérieurs, et en plus de ça, ils sont convaincus d'ailleurs d'être supérieurs, nous sommes incapables d'eux, et qu'en plus de ça, ils défendent leurs intérêts bien compris. Leurs intérêts bien compris, notamment sur le plan économique. Je me permets de lire une petite citation dont je vous donnerai le nom de l'auteur après. À ce sujet, puisque c'est une réflexion assez ancienne en réalité. La société capitaliste, considérée dans ses conditions de développement les plus favorables, nous offre une démocratie plus ou moins complète en république démocratique. Mais cette démocratie est toujours confinée dans le cadre étroit de l'exploitation capitaliste. Et de ce fait, elle reste toujours, quant au fond, une démocratie pour la minorité. Uniquement pour les classes possédantes, uniquement pour les riches. D'ailleurs, ça renvoie justement à la question notamment de la maîtrise des médias, etc. Enfin bon, tout ce que l'on sait. Quand bien même on peut officiellement se présenter en France pour réaliser une campagne électorale, bon courage parce qu'il faut beaucoup d'argent. Et alors beaucoup d'argent. Et allez essayer de trouver les fonds si vous n'en avez pas. La liberté en société capitaliste reste toujours à peu près ce qu'elle fut dans les républiques de la Grèce antique. Une liberté pour les propriétaires d'esclaves. Par suite de l'exploitation capitaliste, les esclaves salariés d'aujourd'hui demeurent si accablés par le besoin et la misère qu'ils se désintéressent de la démocratie, se désintéressent de la politique. Et on pourrait dire que l'abstention est une expression justement de cela, même si en réalité il y a un vrai message politique derrière en fait.
et que dans le cours ordinaire pacifique des événements, la majorité de la population se trouve écartée de la vie politique et sociale. C'est ce que disait Lénine en 1917 dans l'État et la Révolution. Il expliquait très bien que, de fait, ce qu'on appelle historiquement démocratie n'est qu'en réalité un régime à la tête duquel vous retrouvez des propriétaires, oligarchiques naturellement, qui se sont accaparés des grands moyens de production. Et ceci est valable historiquement, effectivement, dans tous les pays, si vous voulez, où il y a eu justement ce régime capitaliste, où il y a ce régime capitaliste. Je termine sur un point, parce qu'après nous aurons l'occasion de parler, parce qu'on est globalement d'accord sur le constat, la question de quelle serait une démocratie idéale et comment y venir. Je termine sur un point fondamental parce que la Révolution française a été citée à raison. Il faut rappeler que dans l'article 3, dont on ne parle jamais de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, il est indiqué que le principe de toute souveraineté, puisque le principe de la démocratie, c'est d'être justement souverain, le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Et que nul corps, nul individu ne peut justement s'y substituer. Parce que lorsque Rousseau théorisait la démocratie, il le théorisait dans un cadre matériel qui était à ce moment-là praticable pour tout le monde. Alors évidemment, derrière, parce que je dis ça parce qu'on vous présente l'Union européenne comme une démocratie, je vous laisse apprécier. Puis sans compter les institutions internationales qui seraient démocratiques, ceci, cela. Bon. Et, chose importante, cette démocratie, elle n'existe pas sous la Révolution française, c'est vrai, jusqu'au moment où s'en mêle le peuple, les sans-culottes. Jusqu'au moment où les sans-culottes s'en mêlent. Et ce n'est pas un hasard. Si dans les programmes d'histoire, et je le dis d'autant plus facilement que je suis professeur d'histoire, ce n'est pas un hasard si, à partir de 1793, on vous parle de la soi-disant, je dis soi-disant parce que la grande majorité des historiens ont démontré que ça n'existe pas, que ça n'a jamais existé comme système. Je dis bien comme système. On vous parle de la terreur, du totalitarisme, de la terreur, du totalitarisme, et toujours au moment où justement émerge le peuple souverain. Toujours au moment où émergent les sans-culottes, les travailleurs, etc. La Commune de Paris, quand elle est massacrée en une semaine, avec 30 000 morts en une semaine, ça c'est une terreur. Une véritable terreur. Pourquoi ? Parce que la Commune de Paris qui poursuit, et d'ailleurs les représentants de la Commune de Paris le disent eux-mêmes, ils poursuivent l'œuvre de la Révolution française, ils disent voilà, nous visons l'émancipation du genre humain. Ben, ils seront massacrés. Et dès que vous avez un risque d'affirmation d'un mouvement populaire, émancipateur, etc., eh ben c'est simple, la démocratie, comme le disait très bien Bertolt Brecht, en réalité, elle vire vers la fascisation. Ce que disait Bertolt Brecht, c'était la chose suivante. Le fascisme n'est pas le contraire de la démocratie. Nous, on ajoutera bourgeoise. Mais son prolongement en temps de crise. Je vous laisse apprécier la situation aujourd'hui. Merci beaucoup. Philippe, merci beaucoup. Je remercie aussi Jérôme pour avoir organisé cette rencontre. Alors, bon, beaucoup de choses ont déjà été dites, et très bien, donc je vais essayer de ne pas faire justement de redites. Et je voulais appuyer sur quelques points qui, je pense, méritent d'être précisés. Tout d'abord, quel est l'inverse de la démocratie ? Parce que pour définir une chose, on a parfois besoin d'avoir ce qu'on appelle une démonstration par l'absurde. Bien, l'inverse de la démocratie, c'est la tyrannie. C'est pas la dictature, d'ailleurs, puisque la dictature du prolétariat, elle, pourrait avoir une certaine légitimité. La tyrannie, elle se représente par une chose, c'est la distinction totale entre le légal et le légitime. Dans une tyrannie, vous avez des lois, plein de lois. Dans l'Allemagne d'Asie, il y avait les lois de Nuremberg. En Afrique du Sud, il y avait tout un système légal. Mais il n'y avait pas de légitimité populaire pour les prendre. C'était devenu des régimes qui fonctionnaient en vase clos, avec tout un système juridique très marqué, avec même, on parlait par exemple dans l'Allemagne nazie d'état de droit. C'était quelque chose qui revenait en permanence comme type de preuve. Il y avait un état de droit. Aujourd'hui, vous remarquerez que de plus en plus, dans le discours de nos politiques, on vous parle d'état de droit et non plus de démocratie. Comme on vous parle de vivre ensemble et non plus de fraternité. Ce n'est pas strictement la même chose, le vivre ensemble et la fraternité.
dans le vivre ensemble, il n'y a pas de sécurité sociale, par exemple, c'est pas nécessaire. L'important, c'est de ne pas se taper dessus les uns sur les autres. Mais bon, la fraternité, c'est quand même quelque chose de plus élevé. Bon. Là, quand on vous remplace un concept par un autre, il faut toujours se méfier. Là, on vous parle actuellement, c'est pas la pénurie, c'est la sobriété. Eh bien, donc, heureuse et souhaitée. Eh bien, posons-nous la question aujourd'hui, pourquoi on emploie ce terme état de droit? Et particulièrement, et là, en tant que membre du bureau exécutif de Génération Frexit, je voulais particulièrement appuyer sur les principes européens. On va toujours vous parler d'état de droit, et très rarement de démocratie, voire pas du tout. C'est qu'il y a une confiscation, justement, des règles par différents comités qui s'éloignent de plus en plus de la souveraineté populaire. À Génération Frexit, on n'est pas contre le fait d'avoir des représentants et des élus, contrairement à des gens qui veulent une démocratie plus directe, qui est très respectueux de ce type d'idées, mais nous on considère que pourquoi pas des élus, à condition que ces élus ont eux-mêmes quelques pouvoirs. Aujourd'hui, ils n'en ont plus. Qu'est-ce que la souveraineté? Eh bien, là je vais citer quelqu'un qui est plutôt considéré comme à droite, mais qui elle-même citait Jean Bodin. La souveraineté, c'est 4 choses. Et 4 choses seulement. La première, c'est faire ses lois. La seconde, c'est rendre justice. La troisième, c'est battre monnaie. Et la quatrième, c'est décider de la paix et de la guerre. C'est Marie-France Garot qui avait, je pense, très bien résumé la pensée politique de Jean Bodin en une seule phrase. Bien, regardons aujourd'hui faire nos lois. Je vais prendre un exemple simple, puisque nous sommes dans le Limousin, une région rurale, où, je crois, il y a eu justement beaucoup d'actions contre le glyphosate. Je prends cet exemple-là. Eh bien, la France, y compris Emmanuel Macron à l'époque, en 2017, y compris le gouvernement d'Édouard Philippe, s'était engagé à supprimer le glyphosate dans l'agriculture intensive. Eh bien, la position de la France a été minoritaire au Conseil européen. Et donc, le glyphosate continue d'être employé par les agriculteurs. Il a été supprimé, je crois, pour les collectivités locales et pour les particuliers, mais il continue pour les agriculteurs. Bon. C'est-à-dire que là, la position de la France, la position du peuple français, la position sur laquelle, en partie peut-être, puisqu'il s'était engagé à cela au moment des élections de 2017, Macron avait dit « je supprimerai le glyphosate ». Bon. Résultat des courses, il n'a pas pu le faire. Le voulait-il réellement? Ça, c'est une autre question. Peut-être était-il hypocrite. Mais en tout cas, il s'était engagé à le faire et il n'a pas pu le faire. Il n'a pas pu le faire, pourquoi? Parce que le droit européen n'est pas un droit de coordination, mais un droit de subordination. Un traité international, normalement, c'est un droit de coordination. C'est-à-dire qu'il y a une personne ou plusieurs personnes dans un traité qui décident de dire, bon, bah, sur ce point de vue-là, nous serons d'accord et nous décidons d'avoir la même politique. C'est un traité international, et puis, quand on n'est plus d'accord, on dit, je quitte le traité. Un traité, c'est pas fait pour durer obligatoirement ad vitam aeternam. Or, les traités de l'Union européenne ne sont pas des traités de coordination. Du temps de la communauté économique européenne, on pouvait encore penser que c'était du droit de coordination. Maintenant, c'est du droit de subordination. Donc, nous avons, en ce qui concerne nos lois, en l'occurrence celle-ci, sur le glyphosate, eh bien, nous avons abandonné la souveraineté à une instance supranationale. Et la volonté du peuple français est devenue secondaire. Donc, sur nos lois, alors on nous laisse bien entendu quelques subsidiarités sur des choses très peu importantes. Mais sur les questions très importantes, vous verrez qu'à chaque fois, il va falloir demander
l'avis de l'Union européenne. Rendre justice. Rendre justice, eh bien, notre justice est liée aujourd'hui à la CGUE et la CEDH. Qu'on soit pour ou contre, alors il y a des gens qui vont dire c'est très bien la CEDH, ça défend les droits de l'homme, etc. Ça dépend quelle est l'interprétation même de ces droits de l'homme. Et en tout cas, ce ne sont pas des cours où les Français ont une majorité, loin de là. Donc, par exemple, je pense sur des questions de laïcité, nous sommes un jour tout à fait capables de nous voir opposer un droit européen qui soit supérieur aux principes. Alors, ils ne sont pas constitutionnels exactement, mais se rapprochent des principes constitutionnels français de laïcité. C'est tout à fait possible, et il suffit d'avoir... alors, ce n'était pas sur l'affaire Babilou, c'était sur une affaire qui s'est passée en Belgique, mais qui maintenant est rentrée dans le droit français par rapport à la laïcité dans des endroits accueillants du public, par exemple. Et c'est une décision européenne, ça n'a pas été une décision française. Battre monnaie. Ben là, je crois qu'il n'y a pas besoin de comprendre que nous n'avons plus aucune capacité monétaire, que d'ailleurs nous avons, par le traité de Maastricht, laissé à la Banque Centrale Européenne un mandat, un seul, qui est combattre l'inflation. Je ne sais pas si vous avez remarqué, si ce mandat... Voilà. Il paraît qu'il n'y a pas de mandat impératif dans la Constitution française. Ben là, on pourrait imaginer quand même qu'il y a un mandat. Ben non. Donc, on a ici une banque centrale qui est non seulement indépendante, mais qui est irresponsable. Parce que personne ne peut aujourd'hui lui dire « Madame Banque Centrale, vous avez un mandat, qu'en avez-vous fait ?» Donc là, nous avons l'exemple même d'une institution non démocratique. Et puis ben reste aujourd'hui, malheureusement dans l'actualité, le pire. Décider de la paix et de la guerre. Et c'est tragique, parce que nous pouvons, du jour au lendemain, et là ce n'est pas une image, c'est réel, nous pouvons être du jour au lendemain entraînés dans une guerre dont les Français ne veulent pas. Parce que si demain on pose la question aux Françaises qui veulent rentrer dans une guerre avec la Russie, je pense que la Je question... suis prête à déménager et à amener mon fils de 26 ans, il ne fera pas la guerre, je vous le dis. Bon, ben, vous devez vous avez entièrement raison, mais malheureusement, on risque de pas du tout nous demander cette question, et même un non-parlementaire, l'article 35, normalement, devrait pouvoir trancher. Mais non, vous entendez déjà le président de la République parler de guerre, vous entendez de plus en plus de responsables européens comme Mme von der Leyen parler de guerre, et finalement on habitue l'opinion publique à entendre ce mot guerre pour pouvoir le présenter comme un état de fait. Et là encore, il y a un détournement de la démocratie. Je voulais terminer à propos des référendums. Nous, on est tout à fait pour qu'il y ait des référendums, qu'il y ait des référendums d'initiative populaire. Alors, pas en matière constitutionnelle, à mon avis, parce que c'est un peu compliqué, parce que si demain, vous avez le peuple qui dit nous voulons des lois rétroactives, je pense que ce n'est pas une bonne idée. Voilà. Il y a des principes comme ça auxquels il ne faut pas toucher. Mais en tout cas, déjà que l'on respecte les référendums qui sont là. Le 2005, on en a parlé, mais il n'y a pas que 2005. Il y a eu 2 référendums entre-temps, des référendums locaux. Un référendum en Loire-Atlantique sur l'aéroport. Alors, on peut être pour, on peut être contre, mais il se trouve qu'il y a eu un résultat. Les gens avaient voté pour. Bon, il n'y a pas eu d'aéroport. Et puis, il y a eu un autre référendum, c'était sur la fusion des collectivités locales d'Alsace. Les Alsaciens ont dit non. Ils ont fusionné quand même. Bon. Donc là, sans parler, alors, tout à l'heure, j'ai entendu parler du référendum irlandais, où on a dit, vous revotez jusqu'à ce qu'on ait le bon résultat. Ça a été la même chose au Danemark. Et il y a eu le référendum grec. Il y a eu le référendum aussi hollandais.
Tous ont été piétinés. Donc oui, là, on peut dire qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas en démocratie pour toutes ces raisons-là. On va tout à l'heure essayer de voir comment y revenir. Je crois que c'est dans la troisième partie. La deuxième. D'ailleurs, on va y aller maintenant. Donc c'est bien, vous avez abordé un peu tous les sujets souveraineté, l'aspect économique. Et ça, c'est un peu ce que vous voulez qui se passe. Alors maintenant, si on attaque la démocratie idéale, alors comment vous voyez les choses? On va peut-être procéder différemment. Pierre, tu veux commencer? Alors, déjà, il faut savoir que démocratie, c'est un terme large. Il existe de nombreuses nuances de la démocratie. Et la première nuance, je parlerai de la dictature de la majorité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on parle de démocratie et de choix démocratique, on parle de référendum, on parle de 50,0001% finalement qui décide pour les 49,999%. Est-ce que c'est ça la bonne démocratie? En fait, on peut réfléchir et dire que finalement les règles de la démocratie, même si c'est laisser les citoyens s'exprimer, elles peuvent être différentes. On peut dire qu'il y a un niveau à atteindre qui est de 80%, par exemple, d'approbation pour passer une loi. Il y a des marges, on va dire, de manœuvre. La première chose que je vois, moi, c'est que la démocratie réelle, qui est la démocratie vers laquelle on pourrait tendre si on est pour la démocratie, c'est laisser tout le monde s'exprimer. Mais laisser tout le monde s'exprimer, tout le monde va vous dire, bah oui, mais c'est chronophage. C'est difficile, tout le monde ne va pas voter toutes les lois tout le temps. Alors en Suisse, ils ont leur système de tous les 4 fois par an, ils posent les questions qui ont reçu le plus d'approbation, en tout cas par les citoyens pour être posées. Pour répondre à cette question-là, moi, sur le côté chronophage, je crois en la démocratie liquide. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la démocratie liquide, mais quelque part, comment ça fonctionne, c'est que chacun va choisir finalement un représentant ou une suite de représentants par ordre de préférence, et que lorsqu'il y a une question qui est posée, un vote qui arrive à l'Assemblée, en fait, les représentants qu'il a choisis peuvent voter dans une première phase. Et une fois qu'ils ont voté, donc on a fini la première phase, le citoyen connaît finalement le vote par rapport à la priorité qu'il a mis qui va lui être affectée. Donc si j'ai choisi, on va dire, François Bayrou et Nicolas Hulot, j'en sais rien, en premier Nicolas Hulot, si Nicolas Hulot vote, en fait c'est son vote qui me représenterait, mais s'il ne vote pas et que François Bayrou vote, alors c'est le vote de François Bayrou qui me représenterait. Si ce vote-là ne me convient pas, je le recevrai et je dis bah non, moi je suis contre alors que mon représentant a voté pour, donc je n'accepte pas le vote de mon représentant et je vote par moi-même. Ce qui permet finalement, par rapport à toutes les lois qu'on ne connaît pas mais dont on a confiance dans le représentant qu'on a choisi, finalement de les laisser vivre, et puis un jour s'il y a une loi qui nous touche et on pense avoir un avis important dessus, bah on peut toujours voter. Donc on peut dire qu'on a une démocratie réelle parce qu'à tout moment, chaque citoyen peut voter, mais de manière générale, il peut laisser ses représentants faire le travail. Et en sachant que pour chaque thème, c'est-à-dire économie, écologie et tout ça, on pourrait choisir une liste de représentants différents. Donc ça, c'est la démocratie liquide. Elle est appliquée dans certains partis, comme le Parti pirate. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, moi, j'entends les gens qui disent, bah, si on laisse parler finalement le peuple, les peuples n'est pas capable de prendre les bonnes décisions et il pourrait y avoir finalement, on va dire, ils ne sont pas assez éduqués finalement pour prendre des décisions. Et pour pallier à ce système-là, moi je préconise ce que j'appelle le consensualisme démocratique. C'est-à-dire que on va avoir le choix du peuple, la démocratie, mais à côté on peut faire vivre un autre système et que les décisions sont prises si les deux systèmes sont en accord. On peut imaginer qu'on a un système que j'appellerais sapiocratique, qui serait basé, on va dire, sur l'intellect des gens, et le niveau démocratique. Et en fait, une loi passerait s'il y avait au moins 50% de personnes au niveau démocratique qui accepteraient, et au niveau sapiocratique, on demanderait par exemple 70%. Après, ça veut dire quoi, sapiocratique? Ça veut dire que ça serait qui les gens Sapiocratique, ça veut dire qu'en fait, en fonction d'un certain niveau intellectuel, le vote est pondéré par ce niveau intellectuel. C'est les experts, quoi. Voilà, exactement. Les experts, en fait, prédominent le vote par un système de pondération. On peut avoir un système aristocratique comme aujourd'hui, où c'est finalement des élus qui seraient la deuxième chambre et qu'il faudrait quand même une consensualité entre les deux. De la même façon, la consensualité, elle peut marcher aussi sur des groupes d'individus. C'est-à-dire qu'on peut imaginer que les hommes et les femmes
forment deux groupes démocratiques différents et que les deux doivent être d'accord. C'est-à-dire que les femmes et les hommes doivent être d'accord les deux à 50%. Pour pas que les hommes, finalement, imposent, parce qu'ils sont majoritaires, une loi aux femmes qui leur est défavorable. Et donc je pense que dans cette idée de consensualisme, consensualité, on peut réussir finalement à mettre tout le monde d'accord. Donc ça, c'est pour le système de vote. Ensuite, comme j'ai parlé tout à l'heure, il y a la séparation des pouvoirs. La première chose, finalement, c'est de séparer le pouvoir. Et le premier pouvoir, le plus important, on va dire, c'est le pouvoir constitutionnel. Parce que le pouvoir constitutionnel, c'est celui qui va décider des règles de chacun des autres pouvoirs. On va décider... et donc, le côté démocratique, il faut que le peuple ait ce pouvoir constitutionnel pour, au cas où, changer les règles des différents pouvoirs. Et ensuite, pour chacun des pouvoirs, je pense que c'est à une réflexion commune, finalement, de découvrir quelle pourrait être la meilleure forme de système politique pour ce pouvoir, pour fonctionner de la manière la plus efficace possible. Donc voilà, donc je pense que le premier travail pour avoir une bonne démocratie, et encore, quand je dis démocratie, ça serait temporairement, ça serait un système, on va dire, bicéphale ou tricéphale, enfin, selon le nombre de groupes de consensualité qu'on définit, de définir donc une démocratie liquide, consensuelle, et sur un système séparant les pouvoirs et donc le type de fonctionnement par pouvoir. J'ai pas de solution aujourd'hui à vous apporter, dire tel pouvoir faudrait que ça soit ainsi. Je pense que c'est quelque chose qui doit se réfléchir et qui demande un grand temps de réflexion. Mais voilà, donc moi c'est les solutions que j'apporterai. C'est vraiment donc le consensualisme, la démocratie liquide. Et alors je rajouterai un autre point aussi, c'est sur la représentation. Je suis contre le fait qu'il y ait des perdants à une élection, et je pense qu'il faut un système qui respecte via une proportionnelle un peu plus la diversité des opinions, en particulier dans la représentation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on imagine que la représentation c'est une seule personne, mais on peut imaginer un conseil représentatif dans chaque mission, qui respecte un peu nos diversités. Voilà. Comme un conseil présidentiel, tu avais parlé tout à fait, voilà, un conseil présidentiel au niveau de la présidentielle, mais de manière générale, quand on envoie une délégation finalement dans un pays étranger, alors déjà je pense qu'il faut choisir les gens en fonction de la mission qu'ils ont à faire, c'est-à-dire que quand on veut représenter la France en Russie, on n'envoie pas forcément toujours la même personne que pour aller au Mexique. C'est pas forcément le président des Français qui doit aller à chaque fois dans chaque pays, il y a peut-être des personnes qui sont plus adaptées pour ça. Mais de manière générale, effectivement, considérer... et d'ailleurs, je rappelle quand même, la première constitution qui est sortie après la Révolution française, il y avait un conseil de 20 ou 24 personnes au lieu d'un président, et il y avait une idée, c'est qu'aucun individu unique ne peut représenter la diversité du peuple français. Et je pense que ça s'applique à un peu tout, cette idée-là, c'est que voilà, on a des différences, il faut les respecter, et il faut se sentir représenté. C'est-à-dire que il y a des gens qui ne vont pas se sentir représentés par l'ambassadeur de France en Chine. Par contre, si on avait un conseil, chacun pourrait dire moi j'ai cette personne-là au moins qui me représente. D'accord, merci Pierre. Alfonso, est-ce que tu peux me parler de ta démocratie idéale? Pardon. J'essaie de reprendre en tout cas ce qui était... c'est difficile de restituer deux fois ce qui est en Décidemos par rapport à la conception que nous avons sur le terme démocratie. Mais je voulais revenir quand même rapidement sur le terme démocratie, parce que vraiment pour nous, on y tient à cœur sur la question de la définition et le problème de la novlangue de démocratie. Parce que, par exemple, le terme de démocratie bourgeoise, pour moi, est totalement contradictoire et il fait que jouer le jeu précisément de cette novlangue. Parce que démocratie, c'est le pouvoir du peuple. Donc, on peut pas avoir du peuple seulement en la qualifiant de bourgeoise. Le peuple n'est pas bourgeois. Le peuple, il est bourgeois, il est de droite, il est de gauche, il est de toutes les sensibilités. Il faut bien comprendre ce qu'est démocratie. Démocratie, quand on parle de démocratie, c'est un régime politique où on prend en compte la décision de toute la population. On n'exclut pas les bourgeois. Les bourgeois font partie de la démocratie. L'élite fait partie aussi de ces élites-là, et ben, ils ont le droit aussi de décider. Ils ne sont pas majoritaires sur certaines affaires si nous avions un vrai régime démocratique. Alors, qu'on dise plutôt que pour remplacer le mot démocratie bourgeoise, c'est un régime politique représentatif électoral de nature bourgeois-oligarchique, je veux bien. Mais c'est pour ça que je vous dis attention avec les termes et de jouer sur la question des termes ou dire aussi faire attention de jouer sur la question des nuances et dire
il y a différents types de démocratie. Il peut y avoir des modalités, mais le principe de que la population décide, des fois c'est très compliqué de l'assumer, même en interne. Je l'ai vu même dans les questions avec les gens que nous avons, ou des groupes que nous avons rencontrés avec Décidemos depuis 2018, parce que ça a été créé juste un petit peu avant les Gilets jaunes. C'est compliqué, hein, parce que quand on dit aux gens, écoutez, nous on l'applique en interne tous les jours à la démocratie, que ça signifie, il y a des décisions qui sont prises. La démocratie, c'est pas par rapport à une personne, c'est par rapport à des idées, c'est par rapport à des questions qu'on va décider tous les jours. Et il y a des choses sur lesquelles on n'est pas d'accord. Donc quand tu rentres dans un système démocratique, tu acceptes le jeu, c'est-à-dire qu'un jour tu es minoritaire et un jour tu es majoritaire, mais tu acceptes la décision de manière mature. Et pas, ah bon, ça me plaît pas cette décision, je sors. Et je sors du jeu. Alors tu n'es pas démocrate. Parce que démocrate, c'est ça, c'est d'abord accepter la décision majoritaire avec un débat, évidemment, on l'a peut-être pas dit assez, je crois, un débat éclairé. Il faut du contradictoire. Et pour avoir un débat contradictoire éclairé, c'est ce que je reviens sur la question de Lisegori, il faut que le temps de parole des idées contradictoires soit à égalité. Il faut éviter aussi des fois les gens qui sont peut-être certains, même en interne dans les associations, je parle même au public, trop de charisme, il faut qu'il y ait des temps de parole qui soient égaux et la personne qui ne parle pas, l'inciter à parler, que tout le monde ait cette possibilité de la parole, de pouvoir véhiculer ses idées, de le confronter et de se confronter entre les idées. Donc l'idée aussi du référendum, c'est l'idée du référendum, oui, c'est la majorité, oui, il y a une idée qui passe majoritairement, même si elle a été votée à 51 ou 50,6, excusez-moi, mais c'est la majorité. Donc c'est ça le principe démocratique. Alors qu'après, certaines personnes ne votent pas, etc., ça c'est autre chose. Mais ça, c'est de leur fait, et ça fait partie aussi de leur exercice démocratique. Après, ça c'est la question sur les principes fondamentaux de la démocratie. Après, il peut y avoir des modalités. Alors, moi, on appelle ça des modalités. Alors, il peut y avoir des différentes modalités. Et c'est ce qui rapproche en effet plus du système démocratique. En effet, je suis d'accord sur ça, je crois que certains de vous l'ont dit déjà, c'est la Suisse. Même s'il a des défauts, évidemment, surtout au niveau de Lisegori. Alors, l'idéal sur la conception, comme je disais, c'est pour ça que c'est le slogan, tu l'as bien dit, c'est la population décide pour décider de moi. Et je vais vous faire un peu l'image pour bien comprendre le concept et nous essayons en tout cas, parce que c'est pas toujours facile, de ne pas se dévier sur ce concept qui est basique. C'est la question de la maison. Vous avez une population. Et à la population, vous lui dites, nous sommes dans un régime démocratique, nous, ce qu'on va faire, on va construire une maison. On la décide. On décide quel type de maison on veut. C'est la population qui décide. On veut un château, on veut une maison avec 4 fenêtres, avec 5 portes. Voilà, la population décide. Par contre, après, pour la mise en œuvre, quand on va construire la maison, on ne donne pas à n'importe qui non plus, évidemment. Donc on a des exécutants. On appelle le pouvoir exécutif, c'est ce qui devrait être comme ça normalement. C'est-à-dire, à ces exécutants, ils ont une décision prise par la majorité, ils disent, voilà, nous voulons une maison comme ça, vous la construisez, c'est vous qui avez les compétences, donc on prend un architecte. On pourrait prendre l'exemple du bateau. Nous avons un commandant de bateau, on lui dit, écoutez, nous, on veut aller à tel endroit. Tout le monde l'a décidé, c'est la destination à laquelle on souhaite arriver. Bon, très bien. Alors on prend quelqu'un qui est compétent pour conduire le bateau, voilà, et puis qui nous ramène à destination. Donc finalement, j'essaye de lancer certaines liens pour essayer de bien faire comprendre le concept. Donc dans ce sens-là, on imagine que ce que nous appliquons en interne, qu'on essaye en tout cas parce qu'on n'est pas non plus au top, c'est que les décisions de la population, par exemple, décidément, nous avons une assemblée générale permanente. Donc, il y a synchrone. Donc, ça veut dire que les questions du temps, on ne le dit pas souvent, mais on n'a pas le temps. Enfin, nous, en tout cas, dans le système actuel, on n'a pas le temps. On travaille, il y a les enfants, on a très peu de temps, des fois, pour s'occuper des affaires publiques qui nous concernent de la cité. Donc, c'est pour ça que nous, on pense que le système aussi devrait permettre d'être un système asynchrone. Mais comment avoir une assemblée générale permanente avec tellement de gens ? Peut-être en Grèce c'était possible, non, il y avait des milliers de gens, mais ils étaient quand même bien organisés. Bon, aujourd'hui nous avons les technologies, donc on peut déjà s'aider à travers, on peut utiliser par exemple nous, on est en train de mettre en route, une mise en œuvre,
d'une plateforme, d'un logiciel pour la votation qui est déjà abouti. On est en train de régler les questions de bugs, mais qui permettent à tout le monde, à tout l'échantillon de la population, dans ce cas-ci des membres, à prendre des décisions eux-mêmes. Et ils ont la possibilité de soumettre des votes librement. Et ces décisions doivent être respectées par le conseil d'administration, qui n'est qu'un exécutant. Ce n'est pas le conseil d'administration qui décide. Voilà. Et donc, c'est une manière de transposer ça dans un régime démocratique. C'est notre rêve, en tout cas ce qu'on promeut. Et on peut imaginer, après ce sont des questions qui se discutent encore en interne, une Assemblée nationale. Alors, il y a deux possibilités pour essayer de transposer justement ce concept. Soit on peut imaginer une Assemblée nationale tirée au sort. Donc, comme je le disais, justement, c'était partie des critiques par rapport au crash test, est-ce qu'on a un régime démocratique ou pas. Ben, le tirage au sort, alors là, vous avez quand même, là j'ai apporté un livre, mais malheureusement je l'ai laissé dans ma valise. Et bon, il y a pas mal d'expériences intéressantes qui démontrent que ça permet, ce système de tirage au sort, déjà une représentation sociologique la plus proche de la population. Par la loi des grands nombres, ça permet d'arriver sociologiquement à représenter, avec un taux d'erreur, ça dépend, de 3 à 5% selon le type de tirage au sort qu'on met en place, la population. La question de la parité, elle est résolue, parce qu'en général, en tirage au sort, on arrive pratiquement à 50% hommes-femmes. Le tirage au sort permet aussi un système beaucoup plus apaisé. Il n'y a pas la question d'élection qui rentre en jeu, donc la question médiatique, elle serait résolue. On a la possibilité aussi d'éviter la question du lobby. On n'est pas totalement garanti d'être à l'abri des influences des lobbies, mais ça permettrait en tout cas de préserver de ces influences qui sont néfastes. Donc ça, c'est une possibilité. Une deuxième qui est discutée aussi en interne, qui se discute beaucoup, une autre possibilité, c'est l'élection, comme je le disais, mais avec mandat impératif. Okay, on a des élections par circonscription des élus, mais avec un mandat impératif et révocable, s'ils ne respectent pas le mandat de leur circonscription. Alors je fais juste un petit aparté, il faut savoir qu'en France, enfin, le système constitutionnel veut qu'un élu est élu par sa circonscription, mais au fait son mandat est national. Il faut faire une petite distinction, mais je dis bon. Mais l'idée pourrait être ça, tout ça c'est une idée. Évidemment en respectant toujours la parité. Vous pouvez m'opposer, oui, mais un mandat impératif, on ne peut pas demander à la population d'une circonscription de voter tout le temps, à tout moment, etc. Bon. Là, l'élu, actuellement, on est capable de mettre exactement des systèmes informatiques asynchrones aussi pour chaque député, par circonscription par exemple, et les élus, aussi, enfin les électeurs peuvent parfaitement aussi choisir quelles sont les questions essentielles sur lesquelles, durant la mandature, ils souhaitent voter et soumettre à leur élu. L'élu doit respecter ça. Alors moi, personnellement, en interne, dans les discussions internes, je me dis, bon, peut-être que l'élu aussi, à un moment donné, ne devient que finalement une sorte de facteur, ben oui, mais ne devrait-il pas avoir la possibilité d'une objection de conscience d'une certaine manière? Est-ce qu'il y a des questions qui, même s'il reçoit certains mandats majoritairement de ses électeurs, mais qui s'opposent à des questions propres à personnel? Moi, personnellement, je bataille ça en interne pour que cette idée d'objection de conscience soit quand même prise en compte et puis finalement qu'il laisse la place à son suppléant pour toujours respecter ce principe de la majorité qui puisse véhiculer cette décision à l'Assemblée nationale. Donc l'histoire soit du tirage au sort ou du mandat impératif enfin plutôt moi je dirais, parce que les deux combinés ça ne va pas trop, sinon ça dénature le tirage au sort en tout cas. Et puis dans ce système démocratique, c'est pas un système, il me semble, qu'on peut trop faire à la carte. Il faut alors concevoir que vous avez une Assemblée nationale qui vraiment décide sur les questions soit de la paix ou de la guerre, comme on mentionnait, donc récupérer cette souveraineté, qui décide sur la question de la monnaie, qu'on a perdue de toute manière, donc il faudrait en tout cas se désodolariser ou dénoncer les traités dans ce cas-ci, ce qui semble un peu compliqué actuellement. Et puis vous avez le pouvoir, enfin le pouvoir exécutif, c'est les exécutants, ce qui n'est pas, on s'est habitué, où les exécutants, ils décident, on leur donne un chèque en blanc à 5 ans, et c'est vous qui décidez tout, quoi. Donc voilà, il y a un programme que personne n'a lu, en fait, c'est la vérité, personne ne lit, donc très peu.
Et voilà. Donc, ici, le concept est complètement renversé. Vous avez une Assemblée nationale, il y a des décisions qui sont adoptées, ces décisions sont exécutées par les exécutants. Et évidemment, les exécutants, il y a possibilité, il faudrait que ce soit des personnes compétentes, c'est l'équivalent à l'architecte ou à la personne qui va piloter le bateau ou l'avion. Et comment choisir ces exécutants? Ces exécutants, soit ça peut être aussi le tirage au sort par des compétences préalablement vérifiées. Et après, il y avait aussi le pouvoir judiciaire. Vous avez évoqué, quelqu'un a évoqué la question du pouvoir judiciaire. Bon, le pouvoir judiciaire, il y a déjà quand même un côté relativement démocratique, mais qu'on risque de perdre, c'est les assises. Je vous rappelle que les assises, c'est du tirage au sort des citoyens. Ils le font très bien, le travail. Ils le prennent très au sérieux. Je ne vois pas pourquoi, pour des questions judiciaires, ils peuvent adopter des décisions qui vont en effet décider le sort d'une personne. Et pourquoi ils ne pourraient pas avoir du tirage au sort en politique? Parce qu'on a posé cette idée que le tirage au sort c'est très dangereux parce que les gens sont encore une fois violents et trop cons. Et par contre, on a démontré, et alors des exemples, vous avez des exemples déjà en Irlande sur la question de l'avortement et de l'homosexualité. Et vous avez des exemples aussi en Islande qui démontrent parfaitement que la question du tirage au sort et les citoyens, la Convention pour le climat. Voilà, démontre que les gens qui sont tirés au sort, quand le tirage au sort est bien fait, il n'est pas biaisé, je précise quand même, on se rend compte que la qualité des décisions et de la réflexion du citoyen lambda est bien meilleure que le politique. Donc la question de la carrière, ça c'est une autre chose qu'on n'a pas peut-être trop dit. Le politique, c'est pas une carrière, ça n'existe pas. Vous n'avez pas de master en politique. Vous pouvez aller à Sciences Po si vous voulez. Mais la carrière politique, à mon avis, il faut déprofessionnaliser la politique. La politique, c'est une question qui nous concerne à tous et à toutes et qui réfère évidemment à la question de cité. Donc les affaires publiques nous concernent. Sinon, c'est eux qui s'occupent de nous. Dans le pouvoir judiciaire, ce que nous on préconise, c'est que ce système de jury soit plutôt élargi. Oui, on peut élargir au lieu simplement des crimes comme ça actuellement, pour des délits très graves. Oui, pourquoi pas qu'il y ait aussi des jurys à ce niveau-là. Et pourquoi pas aussi des jurys comme dans le système anglo-saxon en matière civile. S'il faut condamner, il y a des réclamations d'une collectivité territoriale ou d'un collectif contre une multinationale, etc., pour des dommages de nature, je veux dire, civile et environnementale, pourquoi il n'y aurait pas un jury? Enfin, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas l'élargir. Oui, ça coûte, oui, ça prend du temps. La démocratie, c'est comme ça. Ça prend énormément de temps, il y a beaucoup de sensibilité, on le constate dans Décidément, voilà, il y a toutes sortes de sensibilités, d'opinions politiques, mais ce qui est important de comprendre, c'est que si on pense qu'on est en démocratie, on ne peut pas non plus, c'est difficile d'imaginer une démocratie idéologiquement, comment dirais-je, se positionner idéologiquement déjà depuis le début. C'est-à-dire, si on a un système démocratique, ça signifie que c'est la population qui décide de sa sensibilité politique à un temps T. Un jour, la population sera plus conservatrice, et un autre jour, elle sera plus progressiste dans certains sujets. C'est ça, la vraie démocratie. Moi je m'étais toujours étonné d'un référendum qu'il y avait eu en Suisse, quand, je ne me souviens plus exactement à quelle époque, c'était les années 70, 80 peut-être? Non, en tout cas, je n'étais pas beaucoup plus jeune. Mais c'était sur la question d'élargir le nombre d'heures de travail. Et les Suisses avaient refusé. Alors c'était... attendez, mais pourquoi ils ne veulent pas réduire le nombre d'heures de travail? Enfin, non, parce que ça fait partie de leur culture, mais il faut savoir le respecter. Donc il faut avoir suffisamment de recul et de comprendre qu'un système politique démocratique, c'est un système politique neutre qui permet le clivage à certains tentés qui peut aller de droite à gauche. Exactement pour un système économique. Pardon, je vais faire juste un aparté sur la question, en effet. C'est vrai que la question de l'Union européenne est très importante, parce que sur la question du... Là, peut-être on va en parler, c'est le verrouillage du système. Parce que, comment faire? Parce que le système est assez verrouillé. Et en effet, par rapport à l'Union européenne, il y a eu un transfert de souveraineté. Comme ça, mais oui. En fait, oui. Enfin, on nous a volé d'une certaine manière cette souveraineté sur des questions qui sont basiques. C'est la question de frapper monnaie, voilà, ça a été fait, ça
c'est très compliqué maintenant à revenir en arrière. Je ne dis pas impossible, mais très compliqué. Et les questions régaliennes, d'une certaine manière, ça a été fait par le biais de l'OTAN. Donc, ces pouvoirs régaliens sont dévolus plus à l'Union européenne plutôt à l'OTAN. Merci Fadi. Alors on est en retard apparemment d'après Jérôme, donc on va peut-être pas pouvoir faire la troisième partie, mais on va finaliser la deuxième. Pourquoi je t'appelle Fadi? Excuse-moi Alfonso. Donc peut-être on va passer la parole à Philippe qui était le dernier tout à l'heure. Enfin, c'est pas le dernier cette fois-ci. Merci beaucoup. Alors, bien entendu, le préalable, c'est d'abord de sortir de l'Union européenne. Rien n'est possible tant que nous mettrons l'ensemble de notre système juridique et législatif sous une organisation internationale sur laquelle nous n'avons que très peu de prise. Ça, c'est la toute première chose. Rien n'est possible sans. Alors, c'est en effet nécessaire, mais pas suffisant. Voilà. Mais il faut rappeler d'abord que c'est nécessaire. Sur le principe du tirage au sort, oui, pourquoi pas. Moi, je pense que, par exemple, en effet, passer d'une autorité judiciaire. Aujourd'hui, en France, il n'y a pas de pouvoir judiciaire. Vous ne trouverez pas dans la Constitution pouvoir judiciaire, ça n'existe pas en France, c'est l'autorité judiciaire. Pourquoi on parle d'autorité judiciaire? Justement parce qu'elle ne procède pas du peuple, alors que les pouvoirs, théoriquement, procèdent du peuple. Or, la justice en France n'est pas un pouvoir, c'est une autorité. Eh bien, peut-être en effet passer d'une autorité judiciaire à un pouvoir judiciaire en élargissant, par exemple, la possibilité là de citoyens tirés au sort sur le principe du droit anglo-saxon pour pouvoir décider en fait de rendre les décisions de justice. Ça c'est tout à fait envisageable, même si c'est un peu cher, mais on dépense de l'argent dans plein d'autres choses. Pourquoi pas en effet améliorer la justice en France, ce serait une très bonne chose. Et puis, on est un peu en retard, je ne vais pas revenir sur l'organisation du législatif et de l'exécutif, en ayant parlé du judiciaire, mais je voulais aussi parler du quatrième pouvoir, le pouvoir médiatique, dont on a évoqué tout à l'heure l'existence. Aujourd'hui, outre le fait, bien entendu, tout le monde le sait, que les grandes chaînes de télévision et de radio appartiennent à quelques oligarques, il y a aussi le problème de la presse écrite. Aujourd'hui, il y a des aides à la presse qui sont figées dans le marbre, et je ne vois pas pourquoi, par exemple, il m'arrive de lire l'Humanité. Bon, il m'arrive de lire Étincelle du PRCF. Le contenu d'Étincelle du PRCF est bien supérieur à celui de l'Humanité. Pourquoi l'Humanité toucherait-elle des aides à la presse gigantesques alors qu'Étincelle n'en touche pas? Bon, voilà, on peut se poser cette question, et là, il y a en effet une réflexion. Est-ce que, par voie de pétition par exemple, on pourrait demander au peuple français quels sont les médias d'opinion qui mériteraient une aide? Ça pourrait être aussi le cas, par exemple, parce qu'il ne faut pas s'arrêter à la presse écrite, on pourrait penser par exemple aux blogs politiques. Voilà, ou à des journalistes d'investigation. Je pense à l'excellent site Disclose, qui fait vraiment de l'investigation, qui a démontré que Macron était sans doute complice de crimes contre l'humanité, ou du moins de crimes de guerre, à la frontière entre la Libye et l'Égypte. Bon. Eh bien, à part Disclose, très peu de gens en ont parlé, ça a été un peu repris par la presse après, mais voilà un travail journalistique qui mériterait une aide publique. Bon. Eh bien, là encore, on pourrait se poser la question de dire, pour qu'il y ait une information du citoyen qui permette l'expression de la démocratie, eh bien, il faut en effet aider ces médias indépendants. Ça, c'est la moindre des choses. Qu'ils soient connus, qu'ils aient un peu de budget pour travailler. Voilà, donc là, il y a une piste de réflexion à suivre. Et puis je voulais conclure sur dire que tout à l'heure, j'entendais le principe d'aristocratie, de dire que les élus, c'était une forme d'aristocratie. Franchement, j'ai plutôt l'impression actuellement qu'avec LREM devenu Renaissance, nous sommes plus en kakistocratie qu'en aristocratie. L'aristocratie, paraît-il que c'est le gouvernement
des meilleurs, Aristos, en grec ancien, kakistos, c'est le pire. Nous sommes avec une gouvernance des pires. Et la moindre des choses par rapport à des élus, par exemple, ce serait chaque année, de manière obligatoire, faire un compte-rendu de mandat. C'est la moindre des choses. La plupart n'en font pas. La plupart n'en font pas. Un compte-rendu de mandat, alors, certains vont dire révocatoire, d'autres vont dire non révocatoire, mais au moins déjà qu'il y en ait un par rapport à la population qui les a élus. Une demi-journée minimum dans leur circonscription, si c'est à la majoritaire par circonscription, ou dans différents lieux si c'est à la proportionnelle, mais qu'il y ait un compte-rendu de mandat de chaque élu. Or, pour l'instant, ils ne leur rendent pas ce compte-rendu, tout simplement, parce qu'ils en sont souvent incapables. Merci, Fadi. Oui, merci. Je suis content de voir que nous avons un autre lecteur d'étincelles également à cette table. Je pense que notre réflexion sur la démocratie et sur quelle serait la démocratie idéale et comment y parvenir ne peut pas faire l'économie, encore une fois, de la question économique et sociale. Parce que là, nous raisonnons effectivement sur, quel serait le régime l'idéalisme. Mais très concrètement, pour les gens, les travailleurs, ceux qui travaillent, etc., qu'est-ce que tout cela veut dire, en fait, notre discussion? C'est ça qui est aussi important. Je dis ça parce qu'en 1788, Robespierre expliquait déjà très bien que dans le fond, comment voulez-vous demander aux personnes de penser le monde alors que déjà dans leur quotidien, leur problème fondamental, c'est d'avoir à manger. Voilà le premier problème de base. Et c'est pour ça qu'en fait, la démocratie ne peut pas être une question neutre. D'ailleurs, rien ne peut être neutre. Rien ne peut être neutre parce que, qu'on le veuille ou non, on peut pencher à 51-49. 51-49, si je raisonne en termes mathématiques, mais qu'on le veuille ou non, un choix démocratique forcément est orienté à un moment donné. Forcément est orienté. Mais il n'y a pas que le choix qui est orienté. Il y a le cadre dans lequel on opère qui lui-même est déjà orienté au départ. Il ne peut pas être neutre. Et la preuve en est, c'est que, on parlait par exemple des médias. Je rappelle que le Conseil national de la résistance avait quand même, dans son programme Les Jours heureux, émis une revendication, et en tout cas une proposition qui n'a jamais vraiment été, qui a été un petit peu appliquée au départ, mais très rapidement est revenue dessus. C'était la séparation des médias et des puissances d'argent. Parce qu'on savait très bien ce que les puissances d'argent, le capitalisme en soi, c'est comme ça qu'on l'appelait. Le capitalisme, soyons bien clairs, parce que l'on entend par là, moi je ne parle pas des petits artisans, des petits bouchers, etc. Pour moi, ce sont des travailleurs, ça. Ce sont des travailleurs, ils sont là pour pouvoir justement produire, pour le bonheur social, pour le bien de la population. Et ce qu'on appelle par le capitalisme, ce sont d'abord ceux qui ont pour recherche, pour objectif majeur, le profit, de manière égoïste, et en s'appropriant les grands moyens de production à leur effet. Ça, c'est très simple, il suffit de lire Adam Smith, Bernard Mandeville, tous les penseurs du XVIIIe siècle vous le diront. Et ils utilisent le terme d'égoïsme. Ils l'utilisent. Ils n'ont pas peur de l'utiliser. Et si je vous dis ça, c'est parce qu'à partir de là, la réflexion que nous avons sur la démocratie politique, institutionnelle est bien sûr indispensable. Mais elle ne peut être découplée des questions matérielles, des questions des conditions de vie. Et qu'on le veuille ou non, de choix, oui, politiques dans le sens idéologique, qu'on le veuille ou non. Parce que dans le fond, quand on regarde l'histoire, et quand on regarde, finalement, je vais presque dire les êtres humains, mais notre histoire n'est qu'une question de rapport de force. C'est une question de rapport de force. Le rapport de force ne signifie pas forcément la guerre, pas du tout. Mais il signifie qu'à un moment donné, il y a des décisions à prendre et qu'on peut être en désaccord. On peut être en désaccord, bien entendu, mais à partir de là se pose un problème majeur. Être en désaccord, dans quel cadre? J'en reviens à la question du cadre. Et à partir du moment où vous avez un cadre qui ne tend pas, et c'est l'autre condition, me semble-t-il, fondamentale de la démocratie, qui ne tend pas au bonheur social, au bien commun, au bonheur du peuple, alors vous pouvez prendre toutes les décisions, faire toutes les mesures politiques que vous voulez, institutionnelles, etc. Ça ne servira pas à grand-chose, parce que les grands principes fondamentaux, eux, d'ailleurs tu as signalé tout à l'heure à raison, que les grands principes de fraternité, d'égalité, etc., sont balayés, parce que ces gens-là n'en ont rien à faire. Pour une bonne raison, d'ailleurs, c'est qu'ils détestent la Révolution française. Ils la détestent. Et s'ils pouvaient s'en passer, s'ils pouvaient l'éliminer, ils l'élimineraient. Ils ne sont pas aristocratiques, en effet, ils sont oligarchiques. L'oligarchie, c'est la forme corrompue de l'aristocratie, dans la réflexion des penseurs antiques. Et j'insiste vraiment sur à la fois
le cadre et les objectifs qui sont visés et qui ne peuvent pas être neutres. Parce que si, encore une fois matériellement, si vous êtes un grand propriétaire, vous cherchez avant tout à sauvegarder votre propriété, c'est assez logique, c'est assez évident. Est-ce que le bonheur social vous intéresse? Plus ou moins. J'aimerais vous lire pour cela un discours de Robespierre de 1791. Quel sera donc le principe de votre choix et de votre décision? Il en est un supérieur et plus étendu qui ne s'implique point seulement aux successions directes, mais aux successions collatérales. C'est ce principe politique qui dit que la base de la liberté, la base du bonheur social, c'est l'égalité. Toute institution qui tend à augmenter l'inégalité des fortunes est mauvaise et contraire au bonheur social. Bon, je ne vais pas aller plus loin. Et il ajoute quand même si. Je sais qu'il est impossible d'établir l'égalité parfaite, et ça nous le savons. Alors, on ne va pas dire qu'il faut que tout le monde ait le même salaire. Ça n'a jamais existé nulle part, soit dit en passant. Je sais que plusieurs causes différentes tendent sans cesse à déranger l'égalité des fortunes. Mais il n'en est pas moins vrai que des lois doivent toujours tendre à les maintenir. Autant que la nature des choses pour le permettre et qu'elles iront directement contre leur but, contre le but de toute société lorsqu'elles tendront à la vérité. Donc, vous voyez le problème de l'inégalité des fortunes déjà qui se pose, qu'on le veuille ou non, sous la Révolution française. Et c'est pas pour rien, encore une fois, je répète qu'on vous parle de la bonne Révolution française, plutôt libérale, comme ça qu'elle est présentée, entre 1789 et 92, et puis le dérapage, ça c'est la thèse de François Furet qui est complètement démentie par les historiens, par les faits. Les historiens travaillent sur les faits. La neutralité n'est pas possible. Il faut en avoir conscience. On peut effectivement le regretter. Dans le monde idéal, dans la société idéale, ce serait parfait que nous puissions tous échanger, quel que soit, en faisant abstraction de nos conditions matérielles, etc. Mais le fait est que ce n'est pas le cas. Et dès lors se pose la question, puisque ce n'est pas le cas, comment faire? Et c'est là où effectivement, nous en tant que communistes, tu as utilisé tout à l'heure l'expression de dictature du prolétariat, que disait Lénine à ce sujet? Mais que c'est la démocratie pour les pauvres. C'est ce qui brise l'exploitation, c'est ce qui brise l'aliénation. L'aliénation, y compris au niveau des cerveaux. Parce que c'est aussi ça, l'aliénation. C'est celle qui fait que vous allez accepter un état de fait comme étant évident, naturel, l'ordre des choses naturelles. L'esclavage, c'est l'ordre naturel des choses. On le théorise comme ça depuis l'Antiquité. Le salariat, ce genre de choses. Et je le dis pourquoi? Parce que, in fine, pour conclure, je dirais que la démocratie, c'est un idéal, et qu'à partir du moment où c'est un idéal, il est difficile d'atteindre une forme exacte. Nous avons quelques propositions, notamment respecter le triptyque fondamental commune, département, nation, et pas euro-métropole, euro-région, euro-Union européenne, que sais-je encore, qui en fait ne sont que des instances qui ne font que confisquer le pouvoir souverain. Lutter contre la corruption, qui est fondamentale. La corruption, si vous lisez les préambules de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, c'est l'une des pires causes du malheur des peuples. Et j'ajouterais quand même, pour finir, qu'en France, on a quand même eu une constitution démocratique. Curieusement, on n'en parle jamais, ou pas d'ailleurs. C'est celle du 24 juin 1793, celle des montagnards, des sans-culottes. Celle qui, avec la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de la même date, dont on ne parle jamais non plus. On vous parle toujours de celle du 26 août 1789, jamais de celle du 24 juin 1793, jamais. Et pourtant, il est très clair qu'il est indiqué, premièrement, qu'un peuple véritablement souverain doit pouvoir changer sa constitution quand il le désire. Il est également indiqué, c'est pour ça que ça fait peur, dans l'article 35, le dernier, que quand le gouvernement viole les droits du peuple, et en particulier ceux qui tendent vers le bonheur social, vous en doutez, l'insurrection, c'est le droit le plus sacré et le plus indispensable des devoirs contre ce gouvernement. Et je vous le dis parce que vous voyez, on en revient au problème de fond. Oui, dans le monde idéal, on s'entendrait tous, il y aurait une sorte de neutralité. Mais dans la vie réelle, il y a les rapports de force, qui, que l'on veuille ou non, reposent notamment sur les conditions matérielles. Ça a bien commencé. Et maintenant, donc, il y a le crépier qui nous attend dehors.